Sous le vent sec du Sahel, un basculement discret a commencé. Sanctionné, étranglé par des marchés figés, le Burkina Faso mise soudain sur une racine longtemps dédaignée, le manioc, pour assurer sa souveraineté alimentaire et contourner le verrou géopolitique. Pourquoi cela vous regarde-t-il lorsque Ibrahim Traoré transforme une crise imposée en laboratoire d'autonomie, reconfigure les priorités des campagnes et promet aux villes des prix moins volatiles? Parce qu'un pays qui nourrit le sien décide aussi du récit qu'on lui impose. Et ce récit commence ici, au-delà des sanctions seules. L'histoire d'Ibrahim Traoré n'est pas celle d'un chef d'État défiant le monde, mais d'un homme qui relie la fierté nationale à la sécurité alimentaire. En 2024, frappé par un embargo brutal, le Burkina Faso devait choisir, plier sous la pression ou semer la résistance. La promesse était audacieuse. Bâtir une souveraineté fondée sur le manioc, une plante modeste mais invincible face au climat sahélien. Ce pari visait plus qu'une récolte. Il annonçait un modèle économique neuf où les paysans deviennent producteurs de valeur et non plus dépendants de l'aide étrangère. Les enjeux dépassaient les frontières. Dans chaque sillon planté, c'était l'idée d'une Afrique capable de nourrir sa propre population qui germait. En se réappropriant la terre, Ibrahim Traoré engageait son pays dans une révolution lente mais durable. Transformer la contrainte en levier, la sécheresse en discipline et la dépendance en puissance. Un seul homme, une racine, une promesse, que la dignité puisse pousser dans le sable. Quand les camions chargés de céréales restèrent à quai, le choc fut immédiat. Les silos débordaient, les marchés s'effondraient. Et le pays, privé d'importation, se voyait menacé de famine. C'est alors qu'Ibrahim Traoré lança son plan. Remplacer les cultures fragiles par le manioc, une plante endogène résistant à la sécheresse. En 6 mois, la production tripla. Ce chiffre, plus qu'un indicateur, fut une révélation. L'autonomie n'était pas un rêve idéologique, mais une possibilité mesurable. Les premières coopératives apparurent, souvent dirigées par des femmes. Elles transformèrent les villages en unités économiques viables, reliant agriculteurs, ingénieurs et militaires reconvertis en cultivateurs. La résilience devenait un projet collectif. Les champs de manioc remplacèrent le maïs et le blé, réduisant les coûts et restaurant la confiance. Dans cette transition, un symbole fort s'imposa. Un peuple qui nourrit sa nation n'est plus tributaire d'aucun maître. Les observateurs sceptiques parlaient d'utopie. Ils durent admettre, chiffres à l'appui, qu'un modèle agricole alternatif venait de naître au cœur du Sahel. Le Burkina Faso, en quelques mois, passait du statut de pays sanctionné à celui de laboratoire africain de souveraineté. Au milieu des champs, les premiers bénéficiaires devinrent les guides de la transition. Idrissa, jeune agriculteur du centre du pays, vendit son tracteur pour acheter des boutures de manioc. En quelques mois, il remplit les marchés locaux et inspira des centaines d'autres. Les ministères suivirent, formation, irrigation solaire, stations de transformation. La chaîne agricole se modernisait à vue d'œil. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'État fit converger armée, ingénieurs et paysans autour d'un objectif unique: nourrir le pays. Les effets furent rapides. Une économie moins vulnérable, des emplois ruraux en hausse et une fierté retrouvée. Les villages, jadis dépendants, devenaient des pôles de production. Cette mutation silencieuse prouvait qu'un projet politique pouvait naître d'un simple geste agricole. Le manioc n'était plus une racine, c'était une stratégie. Le déroulement de la révolution agricole suit 3 actes: le déclencheur, le sommet, puis la résonance. Déclencheur. La crise de les sanctions, imposées pour isoler le régime, coupèrent les flux céréaliers et paralysèrent l'économie. Mais au lieu de céder, Ibrahim Traoré y vit une faille. Il ordonna la reconversion urgente des champs. En quelques semaines, des soldats plantèrent du manioc à la place du blé. Sommet, les premiers résultats. Moins de 6 mois plus tard,
la production tripla. Les exportations atteignant 300 000 tonnes, évaluées à 100 millions de dollars. La croissance agricole atteignit un niveau inédit. 12 000 coopératives, dont 40% dirigées par des femmes. Résonance. Les effets. Sur la société. Les routes furent réhabilitées, les coûts de transport réduits et la malnutrition rurale chuta de 15%. Les écoles agricoles réapparurent, formant une génération de cultivateurs modernes. Les Burkinabés redécouvrirent la dignité du travail de la terre. Dans les rues de Ouagadougou, on parlait de révolution silencieuse. Ce plan, né d'une contrainte, devenait une politique de civilisation. Le manioc unissait la nation. Et dans ce sillage, Ibrahim Traoré imposait une idée simple. La souveraineté n'est pas un slogan, c'est une récolte mesurable. Les chiffres, dans cette histoire, valent manifeste. En moins de 6 mois, la production nationale de manioc a triplé, atteignant près de 300 000 tonnes d'amidon transformé d'une valeur de 100 millions de dollars. Cette croissance fulgurante, soutenue par 12 000 agriculteurs et 80 000 emplois nouveaux, prouve que la souveraineté peut s'évaluer, non se proclamer. Sous Ibrahim Traoré, chaque indicateur devint levier. Rendement moyen, plus 120%, malnutrition rurale, 15%, dépendance aux importations divisée par. Ces données ne sont pas seulement économiques, elles racontent une conquête sociale. Les coopératives, surtout féminines, ont consolidé un maillage productif qui irrigue toute la chaîne de valeur. Les 70 sites de transformation connectés au corridor logistique du Bénin forment un réseau inédit d'efficacité. 120 MW d'énergie solaire y alimentent la production, rendant chaque village producteur d'énergie autant que de nourriture. L'État a réinvesti 500 km de route pour relier champs et marchés, réduisant les coûts de transport de 30%. Ces chiffres, rigoureusement audités, redessinent les priorités nationales. Moins d'importations, plus de production, plus d'autonomie. Dans le cadre plus large du Sahel, le modèle burkinabé modifie la carte. Il démontre qu'un pays enclavé peut exporter sans dépendre de ses anciens fournisseurs. Les résultats ne sont pas neutres. La FAO et la CEDEAO évoquent désormais le modèle Traoré. Pour la première fois, un chef d'État d'Afrique de l'Ouest propose un plan agricole mesuré, chiffré et reproductible. À l'ère des promesses politiques abstraites, Ibrahim Traoré offre un indicateur tangible. Un sac de manioc équivaut à une journée d'indépendance gagnée. Deux visions s'affrontent. Les critiques. Ce plan repose trop sur une culture unique, vulnérable aux aléas climatiques. Ils craignent une monoculture idéologique plus qu'agronomique. Les partisans. Cette stratégie est précisément sa force, un choc de simplification dans un système dépendant et complexe. Les détracteurs soulignent le coût de l'énergie solaire et la fragilité des infrastructures rurales. Traoré répond par des chiffres. 120 mégawatts déjà opérationnels et des investissements durables. Ils prédisent un essoufflement. Lui observe une réplication du modèle dans le Mali et le Ghana. Les premiers accusent le plan d'être populiste. Les résultats leur répondent croissance agricole de plus de 45% en un an. Entre utopie et pragmatisme, la méthode Traoré se positionne comme une troisième voie. Ni rupture idéologique, ni soumission marchande, mais construction d'un équilibre nouveau. Les données confirment le réalisme du plan. Les réseaux de transport réhabilités et les marchés stabilisés illustrent la viabilité de la stratégie. Le Burkina Faso n'imite pas, il invente. Et dans cette invention collective, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un idéologue, mais comme un artisan de résilience mesurable. Une racine peut changer un continent. Cette phrase, prononcée calmement par Ibrahim Traoré lors d'un discours à Kaya, fut reprise sur les ondes et devint une devise nationale. Derrière elle se cache un basculement psychologique, la transformation du manioc, simple culture vivrière, en symbole d'indépendance collective.
À ce moment du plan, le Burkina Faso n'était plus en réaction face à la crise. Il agissait. Les coopératives agricoles naissantes s'organisaient autour de statuts juridiques, les formations se multipliaient, les ingénieurs mettaient au point des outils d'irrigation solaire bon marché. Dans les rues de Ouagadougou, les affiches du programme Souveraineté 2030 montraient des enfants brandissant un tubercule de manioc comme un drapeau. Le pivot du projet reposait sur une idée simple, rendre visible la résilience. Les autorités ne parlaient plus de pénurie mais de production, plus d'aide mais de partenariat. Les universités créèrent un institut du manioc destiné à former la prochaine génération d'agronomes. Cette institution, appuyée par le Vietnam et le Mali, réunit pour la première fois chercheurs et cultivateurs autour d'un même objectif: produire pour le pays avant de produire pour le marché. La révélation à mi-parcours fut double: économique et identitaire. D'un côté, la production locale dépassait les prévisions les plus optimistes. De l'autre, la population se reconnaissait enfin dans une politique publique tangible. Les débats nationaux changèrent de ton. La question n'était plus « que faire ?», mais « comment consolider ?» Ibrahim Traoré incarna cette transition. Ses interventions publiques se faisaient moins martiales, plus pédagogiques. Dans une allocution radiodiffusée, il affirma « Nous avons cessé de mendier la pluie. Désormais, nous apprenons à planter sous le soleil. » Le pays comprit alors que la révolution agricole était aussi une révolution du langage. Cette redéfinition du possible marque le milieu du récit, le moment où la survie devient modèle. Le Burkina Faso, jadis décrit comme périphérique, s'affirmait au centre d'un paradigme africain nouveau. Le manioc, plante aux racines profondes, devenait métaphore d'un peuple enraciné et adaptable. Les effets du plan Traoré se mesurent dans 4 champs: institutionnel, économique, social et régional. Institutionnel. La structure de l'État se reconfigure autour de la souveraineté alimentaire. Un ministère dédié à la transformation rurale est créé, fusionnant agriculture, énergie et infrastructure. Les indicateurs de performance remplacent les slogans: hectares cultivés, rendement moyen, énergie consommée, tonnes exportées. Chaque gouverneur provincial rend compte mensuellement. Cette rigueur nouvelle, imposée par Ibrahim Traoré, renforce la confiance internationale tout en consolidant la légitimité intérieure. Économique. L'impact est massif. 5% de croissance supplémentaire sur un an, 40% d'augmentation des revenus ruraux. Les usines locales produisent farine, éthanol, bioplastique. Les circuits courts réduisent les coûts alimentaires urbains. Le manioc, autrefois produit de subsistance, devient actif stratégique. Les coopératives investissent dans le stockage et la transformation. L'économie informelle se formalise. Des entreprises mixtes avec le Vietnam, le Brésil et la Côte d'Ivoire voient le jour. Social. Les familles retrouvent leur stabilité. Dans les villages du centre, les femmes dirigent plus de la moitié des coopératives. Les écoles rurales rouvrent, alimentées par des repas issus des récoltes locales. La jeunesse, jusque-là tentée par l'exode, revient travailler la terre. Les chiffres de la malnutrition chutent. Les tensions sociales s'apaisent. Le manioc devient nourriture, emploi et symbole. Régional. Le Sahel tout entier observe. Le Niger expérimente des champs pilotes. Le Ghana demande assistance technique. L'Union africaine salue un modèle par le bas. Les sanctions perdent de leur poids. On ne sanctionne pas une idée qui réussit. L'Afrique découvre dans le Burkina Faso une matrice d'émancipation. Dans les marchés de Bobo Dioulasso, les conversations changent. On parle de rendement, pas de charité. La dignité s'installe dans les gestes ordinaires. Des familles qui dépendaient de l'aide humanitaire expédient désormais leurs produits à l'étranger. Les chiffres consolident la narration. 12 000 coopératives actives, 70 usines connectées à des corridors logistiques, 120 mégawatts d'énergie solaire, 500 km de routes réhabilitées, 300 000 tonnes exportées fin.
Ces données deviennent la rhétorique d'un pays transformé. Ibrahim Traoré, en conférence régionale, déclare « Nos statistiques sont nos armes ». Ainsi, le plan dépasse la politique. Il devient un récit collectif. Les Burkinabés ne se définissent pas plus par leur manque, mais par leur capacité. La fierté nationale s'exprime dans les bilans trimestriels autant que dans les champs des récoltes. L'avenir du plan Traoré dépend de variables multiples. Climat, marché, alliances se dessinent tous crédibles. Dans ce scénario, 1. Consolidation continue. La tendance actuelle se maintient. Le manioc s'impose comme base agro-industrielle. Les exportations s'élargissent vers l'Asie. Les revenus ruraux doublent d'ici. Le Burkina Faso devient le premier fournisseur d'amidon d'Afrique de l'Ouest. Les jeunes diplômés s'orientent vers les métiers agricoles. Le modèle inspire une réforme éducative. Chaque lycée rural intègre un module entrepreneuriat agricole. Dans ce scénario, 2. Expansion régionale. Le Ghana, le Niger et le Mali adoptent la méthode burkinabé. Une zone manioc se forme, les pays coordonnent production, transformation et exportation. L'Union africaine crée un fonds souverain pour soutenir cette intégration. Le Burkina Faso, grâce à Ibrahim Traoré, assume un rôle diplomatique nouveau. Ce scénario transforme un succès national en leadership continental. Dans ce scénario, 3. Choc externe. Une sécheresse prolongée ou un durcissement des sanctions pourrait ralentir la croissance. Cependant, les infrastructures solaires et les réserves stratégiques assureraient la continuité minimale. Le pays disposerait d'un amortisseur inédit, une population formée, des circuits courts et une énergie propre. Même affaibli, le modèle résisterait. Dans les 3 cas, le manioc reste la clé de voûte. La souveraineté n'est plus hypothèse, mais stratégie à long terme. Ibrahim Traoré résume souvent ainsi. Oh, nous ne cherchons pas à gagner contre le monde, mais à survivre avec dignité. La transformation du Burkina Faso ne se lit pas seulement dans les rapports économiques, elle se ressent. Dans les marchés de Ouaïgouya, les champs des récoltes rythment désormais les ventes. Dans les écoles, les manuels racontent l'histoire récente du manioc comme un mythe fondateur. Les médias diffusent des portraits d'agriculteurs devenus entrepreneurs. Des séries documentaires suivent les héros du manioc. L'émotion nationale n'est pas fabriquée. Elle provient du terrain. Les Burkinabés ont vu de leurs mains les champs reverdir. Cette visibilité concrète crée une foi populaire. Les habitants des villes, longtemps déconnectés du monde rural, investissent dans les coopératives. Des applications mobiles permettent de suivre la croissance des plantations. Ibrahim Traoré capitalise sur cette dynamique sans la manipuler. Ses discours sont sobres, ponctués de chiffres et d'images du quotidien. Il parle de récolte, là où d'autres diraient victoire. Son leadership devient participatif. Le peuple n'applaudit plus un chef, il s'applaudit lui-même. Les émotions collectives, fierté, gratitude, sérénité, s'enracinent dans la stabilité économique. La culture populaire s'en empare. Chansons, poèmes, peintures murales, affiches de cinéma. La souveraineté alimentaire devient esthétique nationale. La 2 du plan, présentée fin 2025, articule la stratégie sur 10 ans. L'objectif général du programme est clair. Autosuffisance alimentaire d'ici 2030 et exportation durable. Voici les principales étapes de ce plan. Former. Création d'un campus agrotechnologique dans chaque région. Produire. Introduction de nouvelles variétés de manioc plus nutritives et résistantes. Transformer. Mise en service de 100 usines supplémentaires et labellisation Origine Sahel. Distribuer. Construction d'entrepôts réfrigérés et de routes rurales pavées. Exporter. Signature d'accords avec l'Asie et l'Amérique latine. Pour chaque s'accompagne d'indicateurs publics. Hectares cultivés.
Emplois créés, émissions réduites. Les financements proviennent d'un fonds national souverain alimenté par les recettes des exportations. Le modèle repose sur la transparence. Tout citoyen peut consulter les données en ligne. Au-delà de la technique, cette feuille de route ancre une vision, unir l'écologie et l'économie. Le manioc n'est plus un produit, il est moteur d'une politique climatique. L'usage d'énergie solaire et d'irrigation économe illustre une agriculture post-pétrole. Ibrahim Traoré, dans ses interventions, insiste. Nous n'avons pas choisi la crise, nous avons choisi d'en faire un outil. Cette pédagogie du réalisme ancre la confiance collective. Chaque ferme, chaque coopérative devient cellule d'un organisme national. Au coucher du soleil, les champs de manioc diffusent une odeur sucrée et sèche. Les enfants rient, les femmes ferment les sacs d'amidon, les hommes contentent les récoltes. Dans ce tableau paisible, il y a plus qu'une réussite économique, une transformation morale. Ibrahim Traoré, debout sur une estrade improvisée, regarde la foule et dit simplement « Nous avons appris à tenir debout ». Cette phrase résume 3 ans d'efforts, de sacrifices, de calculs. Le Burkina Faso n'a pas changé par miracle mais par méthode. La souveraineté alimentaire est devenue un acte quotidien, un rituel collectif. Les visages ont changé, les voix aussi. La peur s'est muée en patience. Les sanctions n'ont pas brisé la volonté, elles l'ont concentrée. Dans ce moment suspendu, l'histoire du pays se relie à celle du continent. Ce qui s'est joué ici dans la poussière du Sahel pourrait inspirer toute l'Afrique. Les racines du manioc plongent désormais dans l'imaginaire africain, symbole d'endurance, de travail et de dignité. La souveraineté alimentaire du Burkina Faso n'est plus un projet, c'est un précédent. Mais rien n'est acquis. La vigilance doit remplacer l'euphorie. Ibrahim Traoré l'a rappelé lors du sommet de Bobo Dioulasso. Ce que nous avons cultivé, il faudra le protéger. L'appel qu'il lance dépasse les frontières. Au pays du Sahel, il propose une alliance agricole régionale. Aux citoyens africains, il offre un modèle de participation concrète. Aux investisseurs, il rappelle que la stabilité commence par la nourriture. Le message final résonne comme un serment. Nourrir son peuple, c'est écrire sa souveraineté. L'Afrique dispose désormais d'une preuve tangible que la dignité se cultive. Le Burkina Faso, en choisissant la racine plutôt que la dépendance, a montré la voie. Dans le vent chaud du Sahel, un mot circule, simple et tenace. Continuité. Car ce qui pousse dans la terre ne s'arrête pas à la récolte, cela se transmet. Et dans ce passage de témoins silencieux se trouve peut-être la plus grande victoire d'Ibrahim Traoré, avoir transformé la faim en fierté et la fierté en avenir.